Bienvenue dans votre émission Mille et une cultures. Dans cette émission, on va parler de PNL, la programmation neurolinguistique, avec notre invitée Alexandra Alvarez. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alexandra est gestionnaire de clinique dentaire et vous êtes aussi coach en PNL. D'abord, et vous êtes d'origine colombienne. Hein? Oui, absolument. Voilà. Comment vous êtes arrivée au Québec? Je suis arrivée depuis très longtemps, presque 25 et plus. En fait, c'est ma tante qui nous a amenés ici. Premièrement, c'est ma mère qui est arrivée. Et par la suite, on a fait tous les papiers. Et là, je suis rentrée. J'étais mineure, donc je peux arriver ici au Canada depuis très longtemps. D'accord. Vous êtes arrivée relativement jeune. Avez-vous fait vos études ici? Oui. D'accord. Oui, vous avez étudié en dentisterie? Oui, j'ai étudié comme assistante hygiéniste. Mon père était dentiste en Colombie. C'est sûr que c'était pas un dentiste avec les techniques qu'on a maintenant, mais c'est de là qu'est née ma passion pour la dentisterie. Et puis... depuis longtemps, j'ai courtoyé des dentistes j'ai eu le privilège de travailler avec des super dentistes qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé, enrichi cette passion-là. Et puis, à partir de là, j'ai travaillé à la chaise. Et après, par la suite, je suis allée faire des cours à l'Université de Montréal, au UQAM, pardon. Et puis, j'ai fait gestion des ressources humaines. Et par la suite, il me manquait quelque chose. Donc, je suis allée chercher la programmation neurolinguistique. Parlant de programmation neurolinguistique, on a l'impression, est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est une thérapie? Qu'est-ce que c'est la PNL? Bien, la programmation neurolinguistique, c'est une approche. Programmation, puisque nous sommes tous programmés depuis notre naissance. Neuro, parce que tout se passe au système nerveux, nos 5 sens. Également, et linguistique, puisque nos mots et nos gestes parlent. Donc, c'est ça la programmation neurolinguistique. En programmation neurolinguistique, on apprend énormément des techniques, des approches. Il y a, comme par exemple, l'ancrage. En programmation neurolinguistique, on apprend plutôt que demander les pourquoi à aller chercher le comment. En programmation neurolinguistique, on apprend qu'on a nos ressources en nous. On apprend qu'on a des outils ancrés en nous et que parfois on les oublie. Parfois, on est distrait. Donc, c'est tout ça qui fait que la PNL fonctionne. Mais la PNL existe depuis les années 70. C'est deux Américains, Blinder et Blinder, qui on va dire, ils les ont revécus. Parce que l'étude du cerveau, des émotions et tout ça, ça existe depuis longtemps. Depuis très longtemps, oui. Sauf que maintenant, la PNL, est-ce que c'est une tendance? Oui, c'est une tendance. Est-ce que c'est une tendance que tout le monde peut faire? Est-ce que c'est quelque chose? Non, il faut aller étudier. On a une association, il y a des écoles, il y a des examens à passer. Il y a aussi des consentements à signer. Donc, c'est vraiment bien encadré. C'est normé, c'est très encadré. Absolument. Voilà. Absolument. J'imagine qu'il y a des contrôles, un suivi. Tout le monde ne peut pas s'autoproclamer PNL, puis ouvrir une clinique, puis faire ce qu'il veut. Non, et je pense qu'il faut quand même... On va traiter le comportement humain, on va traiter l'être humain, on va aider, on va aller chercher ces ressources-là, on va les accompagner. Alors, je ne pense pas qu'on doit s'aventurer à faire ça. Non, il y a des contrôles, absolument. Et puis, il y a des formations qu'on doit faire aussi par la suite. Il y a une association, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, non, il faut étudier. Il faut étudier pas juste la programmation neurolinguistique, il faut aller plus loin par la suite. Là. OK. On parle de tendance, mais s'il y a une tendance, c'est que c'est né d'un besoin. Même si ça existe depuis des années, pourquoi tout à coup il y a comme un boom, un besoin d'avoir cette PNL au niveau personnel, au niveau des entreprises? C'est né de quel besoin, ça? Bien, parce que... maintenant, on étudie plus les neurosciences et maintenant, les gens, ils sont plus... on ne regarde pas juste la technique maintenant. Je crois à ça. Je pense que dans ma tête à moi et dans mes formations, parce que je donne des formations également, c'est pas juste une technique qu'on doit apprendre. On traite l'être humain. On traite un comportement. Alors, je crois que c'est pour ça que maintenant, on a une tendance, on a une approche qui est différente pour aller chercher plus d'informations, pour aller communiquer mieux,
pour aller non simplement... La gestion ne se fait plus et l'être humain ne se fait plus juste en un sens. Maintenant, on a 2 sens. Alors, c'est ça qui est... C'est pour ça qu'on ne l'applique plus. C'est pour ça que la PNL, on va aller chercher les 5 sens. Est-ce que cette personne-là est visuelle, auditive? Est-ce que cette personne-là est kinesthésique? La PNL s'utilise partout, dans les écoles, dans la santé. Donc, pourquoi on l'applique plus maintenant? Je pense que l'être humain, il s'est rendu compte qu'il y a des émotions, il y a des valeurs et il y a des croyances. Donc, tout ça, c'est composé. On vient avec toutes ces machines-là, on vient avec toutes ces ressources-là, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Et la PNL nous aide énormément à comprendre mieux. D'accord. Et vous avez dit qu'elle s'applique au niveau de l'enseignement à différents niveaux, mais sur le plan concret, mettons, donnez-moi un exemple d'application de la PNL, mettons, dans votre domaine, vous, au niveau de la dentisterie, comment vous l'appliquez? Il y a des gens qui vont soigner, par exemple, il y a l'hypnose en PNL. Donc, il y a des patients qui sont nerveux, on peut faire de l'hypnose. Il y a également avec les équipes, la communication avec les équipes. On va l'appliquer. Il y a des gens qui vont venir apprendre. Par exemple, on engage un nouvel employé. Et ce nouvel employé-là, il a beaucoup de capacités, mais il y a une façon d'apprendre cet employé-là. Qu'est-ce qui fait que cet employé-là, si on l'a engagé, on croyait en lui, ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait qu'il apprend telle et telle affaire? Bon, on va aller voir, est-ce qu'il est kinesthésique? Est-ce qu'il est auditif? Est-ce qu'il est visuel? Qu'est-ce que ça prend pour lui montrer à cet nouvel employé-là pour que son cheminement soit beaucoup plus facile dans la clinique ou le parcours qu'il fait à la clinique. Alors, c'est comme ça qu'on applique la PNL. Le simple mot, au lieu d'utiliser « Pourquoi est-ce que tu es en retard? » Un employé qui arrive souvent en retard. « Pourquoi tu es en retard? Comment ça se fait que tu es en retard? Comment ça se fait? Comment je peux t'aider pour ne pas être en retard? » Vous voyez, alors, c'est toujours aller chercher la solution. C'est toujours aller... Le conflit, il est toujours là, mais il y a une solution. Et ces solutions-là, ça s'enrichit avec la PNL. D'accord. Donc, une approche plus humaine, plus positive dans les relations. Ça prend un peu de psychologie. C'est quoi la barrière entre la psychologie et la PNL, mettons? Bien, en psychologie, c'est sûr que nous, en PNL, il y a des cas où on n'ira pas traiter, qu'on va laisser au niveau de la psychologie. La PNL, c'est des techniques qu'on utilise, c'est des ressources qu'on va chercher en soi. Cependant, il y a des cas comme, par exemple, une personne qui est qui prend des médicaments, qui est plus avec une dépression qui est beaucoup plus profonde. Bien, on va plus l'envoyer voir le psychologue. Et par la suite, après, on peut combiner aussi. Avec la PNL. Oui, il y a il y a des comportements. Tout ne se traite pas, mais tout peut s'améliorer avec la PNL. OK. Puis, vous, dans votre cas précis avec la dentisterie, je sais que vous accompagnez beaucoup de cliniques et vous donnez des conférences. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Quel est le besoin qui revient le plus souvent au niveau des cliniques? Est-ce que c'est dans la relation avec les clients? Est-ce que c'est au niveau du personnel ou c'est un peu un mix des deux? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Oui, c'est un mix des deux. Par contre, les dentistes, ils viennent... Là, présentement, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir une nouvelle approche. Un dentiste va être super bien équipé, va avoir des super techniques. Par contre, on oublie souvent l'approche. Qui est ce patient-là? Qui est cette personne-là? Derrière ces cas, qui est là? Qu'est-ce qui fait qu'il a peur? Qu'est-ce qui lui empêche de prendre le traitement? Alors, moi, je les aide à ce niveau-là, à avoir une approche qui est beaucoup plus humaine. À aller chercher non seulement la bouche du patient, mais l'être humain qui est là. Donc, c'est ça la différence. Dans mes formations, justement, je vais donner une le 2 novembre prochain pour les coordonnatrices des plans de traitement et les dentistes aussi, où ce qu'on va parler de l'approche, on va parler des... vraiment, la différence que j'apporte, c'est avec l'être humain. On parle beaucoup de dentisterie, souvent, dans un cabinet dentaire. Cependant, parfois, on oublie l'humain, vraiment l'humain. Puis, c'est pas... je parle pas de dire bonjour, d'être gentil. Moi, je parle plus loin que ça. Okay? La peur profonde, mettons, d'aller chez le dentiste. Exactement. Voilà, la peur du patient. Qu'est-ce qui fait que ces patients-là, il a peur? Qu'est-ce qui fait que ces patients-là, depuis 10 ans, il n'a pas visité le dentiste?
quelle est l'importance de la bouche pour ces patients-là? Voyez-vous, alors, moi, j'enseigne une nouvelle... Bien, c'est pas une nouvelle, je n'ai pas rien inventé. C'est tout simplement que j'applique la PNL. Et de cette façon-là, le patient, il se sent beaucoup mieux compris. Il se sent accepté. Ces patients-là, il ne se sent pas jugé. Parce qu'il y a une façon de lui dire, bien, ta bouche est importante, ta bouche fait partie de toi et on est là pour toi. D'accord. Puis, ça marche concrètement? C'est quoi vos indicateurs? Qu'est-ce qui vous montre que ça marche? Et vos clients, est-ce que... Oui, ça fonctionne très bien. Oui, qu'est-ce qui vous montre que ça marche? Est-ce que c'est quoi les indicateurs? Bien, j'ai beaucoup de monde. Jusqu'à maintenant, j'ai donné 10 formations. Puis, j'ai énormément de monde qui aime l'approche. On utilise les 5 sens. C'est sûr que oui, j'ai beaucoup de monde qui me recommande, du monde qui vient me voir. Ça, c'est mon indicateur le plus grand, c'est que quand on présente un plan de traitement, lorsque les cliniques viennent à mes formations, bien, ils me réécrivent par la suite et ils me disent « Wow, j'ai dit telle phrase, ça fonctionne. J'utilisais tel mot. On a fait vraiment cette approche-là et ça a fonctionné. » Puis j'ai un dentiste qui vient de Drummondville, que ça fait 3 fois qu'il vient à ma formation parce que lui, il veut apprendre plus toujours. Alors, oui, ça fonctionne. Oui, et moi, j'y crois profondément, oui. D'accord. Puis ça amène, j'imagine, une croissance de la clientèle ou bien une fidélisation? Bien, les deux. Les deux. C'est parce que la différence, les patients et les clients, ils vont la voir. Comment ça se fait qu'ils me posent ces questions-là? Wow! Moi, je me le fais dire parce que je suis toujours en clinique. Je travaille dans une clinique et je me le fais souvent dire, wow, on m'avait jamais approché comme ça. On m'avait jamais fait penser à ça. Alors, moi, je leur dis souvent, bien, je ne suis pas là pour vous convaincre. Moi, je suis là pour vous faire réfléchir. Et c'est ça que j'enseigne aussi. OK. Moi, j'avais toujours vu la PNL entre un peu l'hypnose et le mentaliste. Vous savez, vous connaissez la série, Le Mentaliste? Oui. Je voyais ça, mais en fait, c'est vraiment plus la psychologie, la formulation, oui. un peu de ressources humaines aussi. Oui. Et vous, c'est quoi votre plus grande fierté pendant toutes ces années où vous l'avez pratiqué et que vous l'avez à côté à votre travail, la dentisterie? Oui. C'est quoi votre plus belle réalisation pour vous? Mais ma plus belle réalisation, c'est de bâtir une formation pour les coordonnatrices des plans de traitement. Ma plus belle réalisation, c'est que les dentistes, ils voient que la PNL et l'approche, ça peut amener à une approche différente, à être différent des autres cliniques. Donc, ma fierté, c'est bâtir ces formations-là. Les gens, ils croient à ma formation. Et comment est-ce que j'ai amené la PNL dans le domaine dentaire? Ça, c'est ma plus belle réalisation parce qu'il n'y en avait personne qui avait pensé à ça. Et moi, je me suis mis à mélanger. Je mets la PNL, mais je vais chercher d'autres outils. Aussi, j'aime beaucoup lire par rapport au comportement humain, je lis en espagnol, en français. Alors, ça, c'est passionnant pour moi. D'accord. Puis la coordination de plans de traitement, c'est quoi? Parce que moi, c'est inconnu pour moi, là. C'est la formation, qu'est-ce que je fais comme travail, coordonnatrice des plans de traitement? Je fais gestionnaire avec une aide, c'est sûr, et coordonnatrice des plans de traitement. C'est que je vais toujours accompagner le patient. Moi, je suis comme une accompagnatrice. Le patient arrive à la clinique, je l'accompagne du début jusqu'à la fin. Et le patient, je lui pose certaines questions pour mieux le guider. Donc, c'est ça mon travail. Et au niveau de la gestion, c'est accompagner l'équipe, motiver l'équipe, trouver des nouvelles ressources, aller voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et trouver des solutions avec l'équipe. D'accord. Des dentistes qui seraient intéressés à faire affaire avec vous, Alexandra, comment ils peuvent vous trouver? Bien, il peut aller sur mon site Internet. OK? Donc, il peut aller voir Formadent. C'est mon lien, www.formadentconsultantedentaire.com. Ou il peut aller me chercher sur Facebook. J'ai une page Facebook. Et puis, vous donnez une formation à Laval, j'imagine, récemment. C'est ça que j'ai vu. Oui, le 2 novembre prochain. C'est ma dernière de cette année et après ça, on recommence l'année prochaine. Mais oui, je donne coordonnatrice des plans de traitement. Donc, les équipes sont invitées, les dentistes. Oui, je la donne ici à Laval. D'accord. Merci beaucoup, Alexandra, de nous avoir un peu éclairé sur la PNL. Ça me fait plaisir. Voilà. On va maintenant laisser la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi?
Le 27 septembre dernier a eu lieu la marche pour le climat à Laval, entre autres. Le 20 novembre aura lieu une conférence organisée par le mouvement Laval en transition qui parlera de la crise climatique. On peut donc dire que les changements climatiques et l'écologie sont plus que jamais à l'ordre du jour des villes et des gouvernements. C'est donc dans cette perspective qu'une nouvelle mobilisation a été lancée le 4 novembre dernier à l'échelle du Québec pour faire émerger un dialogue constructif sur la consolidation et la densification de nos milieux de vie. S'allier pour densifier, c'est comme ça que s'intitule cette initiative, est l'œuvre de citoyens, promoteurs, élus municipaux et des personnes de la société civile qui souhaitent accélérer la mise en œuvre de ces transformations incontournables pour faire face à l'urgence climatique. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de presse qui a été publié par cette organisation. Ce sont donc 13 signataires qui, le 31 octobre dernier, ont déposé une déclaration intitulée « Pour une consolidation et une densification de nos milieux », une réponse à l'urgence climatique. Donc cette déclaration invite le gouvernement à faire sa part. L'idée de cette initiative est de susciter un dialogue constructif autour de la question de l'urgence climatique. Plusieurs organismes et des élus donc, sont signataires de cette déclaration, dont un élu municipal lavallois, M. Stéphane Boyer, et des organismes tels que Vivre en ville ou encore Pas de tour dans ma cour. Notez que du 18 au 24 novembre, c'est la 17e édition de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. C'est une initiative, comme vous le savez, qui est provinciale et qui vise entre autres à souligner l'apport des personnes issues des communautés ethno-culturelles au développement et au rayonnement du Québec. C'est également l'occasion de souligner l'apport, la contribution positive de l'immigration dans notre belle province. Renseignez-vous auprès de vos organismes communautaires, les bibliothèques autour de vous pour connaître les activités qui sont organisées dans le cadre de cette semaine. Dans la seconde partie de cette émission qui est consacrée à la communauté hispanique, on vient d'ailleurs juste de sortir du mois de l'hispanité qui met en avant la contribution importante de cette communauté au Québec. Nous recevons M. César Carrasco-Caviedes. Bonjour, M. Carrasco. Bonjour, Marie. Bonjour. Marie, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. M. Carrasco, vous êtes publiciste, vous êtes aussi professeur en publicité et en communication. Vous êtes connu pour être un artiste visuel de grand talent. Vous avez étudié aux Beaux-Arts à Santiago, au Chili, à l'Université du Chili à Santiago. Mais vous avez aussi étudié la sérigraphie, la photomécanique, le graphisme, l'imprimerie et la sociologie de la communication, notamment au Québec. Oui. Voilà. Et vous êtes le membre fondateur, si je ne me trompe pas, oui, de l'association hispanophone de Laval. Oui, effectivement, j'ai fondé l'association hispanophone de Laval avec ma femme et il y a plus de 20 ans, dans le moment qu'il n'y avait aucun organisme qui donnait des appuis d'information à les nouveaux arrivants latino-américains. Dans ce temps-là, j'avais mon bureau de communication graphique sur le boulevard Lévesque et proche d'une église de laquelle le curé m'envoyait des latinos qui arrivaient là-bas avec des problèmes. Et j'ai commencé à voir avec ma femme qu'il avait besoin d'informations, d'aide, d'intégration. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de former cette association. Et on a fait un appel à membres de la communauté et c'est comme ça qu'on a rassemblé autour de 30 personnes la première fois, en arrivant à être l'organisme plus important d'intégration reconnu pour la ville de Laval comme l'organisme d'intégration sociale ici à Laval. D'accord, des communautés hispaniques. Exactement. Mais j'irai plus loin parce qu'en réalité, dès le moment qu'on a créé l'association, on l'a créée avec l'idée que ça ne devrait pas être un ghetto, qu'il devait être ouvert à tout le monde. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on est arrivé à avoir les 60
65% des membres d'origine autre. Oui, puis qui aiment la culture hispanique. Exactement. Des Arabes, des Anglais, des Allemands, des francophones, un peu de partout. D'accord. Qu'il aimait la culture latino-américaine, qu'il aimait le tourisme en Latino-Amérique, etc. D'accord. Et cette association vit encore, puis a à son sein des gens d'horizons divers. Oui, exactement. Voilà. Il continue avec des activités. Vous avez quitté votre pays, le Chili, j'imagine, sous l'ère Pinochet. Oui, effectivement. D'accord. Et comment s'est fait votre immigration au Québec? Et maintenant, on voit que ça s'agite encore en Chili. Est-ce que ça vous rappelle des mauvais souvenirs? Effectivement. En ce moment-là, je pense que les Chiliens qui ont dû quitter notre pays pendant la dictature, et parler de ça et vivre de nouveau ce moment-là, c'est très fort, c'est très émotif. Même c'est difficile de parler de ça. Parce que ça, il va vous aller à chercher tous les souvenirs de ce que vous avez vécu et ce que le peuple chilien il a vécu pendant des années de dictature, de torture, de camps de concentration, de disparus, de violations des droits humains. Okay. Quelque chose que vous avez vécu parce que vous avez été emprisonné même en Chili. Oui, effectivement. Oui. Immédiatement après le coup d'État, moi et ma femme, comme beaucoup de monde au Chili, pour les seules choses de s'opposer à la dictature et pour ne pas vouloir que nos enfants grandissent sous la botte des militaires et être contestateurs, on a été en prison. D'accord. Et ce qui se passe actuellement en Chili, est-ce que c'est exactement la même chose? Parce que les gens voient qu'il y a une contestation, puis il y a la répression. Et c'est parti de quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement en Chili? Bon, au Chili, ce qui arrive, c'est l'accumulation de 30 ans d'un néolibéralisme sauvage, où il y a 1% des Chiliens qui sont propriétaires de presque les 35% de la richesse du pays. Et c'est l'accumulation de l'annulation de tous les droits d'éducation gratuite pour les enfants. C'est l'annulation de tous les services sociaux à niveau de santé qui avant il était gratuit. Et aujourd'hui, un enfant de population modeste, ses expectatives de vie, c'est très courte. Et le maximum qu'il peut arriver, il est être un soldat de la mafia, du trafic de drogue et de la consommation aussi. Des perspectives très sombres. Exactement. C'était 30 ans de vraiment un capitalisme sauvage. D'accord. Et vous, en tant qu'artiste, j'imagine, avec votre sensibilité d'artiste, ça rappelle des mauvais souvenirs. Puis, comment vous le vivez, vous, comme artiste, ces événements-là? Bon, si vous avez pu apprécier mes œuvres un peu, autant d'un niveau des sculptures, des peintures, etc., vous allez trouver dans toutes mes œuvres qu'il y a une connotation sociale. Et malgré qu'il y a quelques-unes qui sont très fortes, toujours vous allez trouver par contre l'espoir. Il a la dénonce, mais il a les sentiments de ses souvenirs, mais il a l'espoir aussi. D'accord. L'espoir que ça va aller. L'espoir qu'aujourd'hui, l'ont les Chiliens sous le slogan de Chili se réveille. Parce que vraiment, il y a un couple de semaines, au Chili, il y a eu la marche plus grande qu'il existe dans les derniers 30 ans minimum, de 1,5 million de personnes dans la rue pour contester le régime néolibéral, pour contester les mesures de
le gouvernement qui impose un système qui n'est pas humain, vraiment. D'accord. Puis vous, au niveau du Québec, je pense qu'il y a eu un mouvement de solidarité effectivement, mené par des artistes comme vous, des écrivains aussi. Oui, voilà. Effectivement, il y a pas seulement un mouvement de la part des Chiliens. Et Chili, je dois reconnaître que les Chiliens et les Chiliens qui sont arrivés ici, les Chiliens même, on a eu pendant la dictature et pendant tout ce temps-là maintenant, l'appui fort de la solidarité québécoise. Et Québec, c'était un pays, je pense, qui nous a ouvert généreusement les portes pour pouvoir nous reconstituer comme êtres humains, comme professionnels, comme pères de famille, etc. Alors, aujourd'hui, même les parlements de Québec, ils viennent d'approuver une condamnation au gouvernement du Chili et en même temps, il a envoyé l'appui à les peuples chiliens et ses luttes. D'accord. Et pour l'autre côté, il y a une mobilisation en ce moment-là à niveau de différentes régions du Canada, des provinces du Canada, et pour aller chercher aussi une condamnation du gouvernement de Trudeau, du gouvernement du Canada. Okay. On croit que le silence qu'il a eu jusqu'au moment, ce n'est pas admissible. Le gouvernement du Canada, il doit se prononcer sur ça aussi. Pour revenir à vous, l'artiste, j'imagine que c'est un moment où l'exutoire pour vous, ça doit être la peinture, la sculpture. Et parmi vos œuvres, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rattache le plus à votre pays, une œuvre qui vous rattache le plus à votre pays, ou qui fait le lien entre votre pays et le Québec? Sans doute que tous mes œuvres, comme je vous dis, il y a une connotation sociale. Une réflexion sur la vie, une réflexion sur ce qui passe dans le monde. Mais aussi, je ne peux pas me nier à faire des peintures sur la nature de Québec, sur l'hiver, sur l'été, qui sont magnifiques, l'automne. Tout ça, il y a présence dans mes œuvres aussi. Pour finir, un dernier vœu, si vous avez un dernier vœu pour le Chili, ce serait quoi? Et vraiment envoyer à ma monde et ma famille, les Chiliens en général, à ce monde qui aujourd'hui se font tuer, se font disparaître, se font torturer, se font violer. Alors, je vais dire à le peuple chilien, on est avec vous autres et on va continuer avec vous autres. Merci beaucoup, M. Carrasco. Merci à vous. Voilà. On va se quitter d'ailleurs sur des images, des œuvres de M. César Carrasco, artiste visuel. Puis on vous remercie, vous qui nous suivez à la maison, et on vous dit à la semaine prochaine.